Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue dans Le Monde aujourd'hui. On commence par les titres de cette édition. Monte dans la vie politique et les meetings s'enchaînent. On se croirait à une campagne présidentielle. Étaient présents à ce meeting du PDCI-RDA les partisans et les barons du FPI de Laurent Gbagbo et ceux de Guillaume Soro. Des alliances qui se justifient. Le parti que Petit avait sauvé en 2003, c'est le même Gbagbo dédié parti salué à Bruxelles. Les vrais et seuls disciples de Félix Houphouët-Boigny sont les militantes et militants qui ont protégé et protègent la maison du Père, le PDCI-RDA. Qu'est-ce que les Ivoiriens pensent de ces alliances politiques qui se font et qui se défont? Bon, vraiment, les alliances là, je ne vois pas les fondements, je ne vois pas la base, quoi. Voilà, tout, bon, c'est fait intérêt personnel. Bon, quand ils vont avoir la place après, bon, chacun fait ce qu'il veut. Hein. Alliance par-ci, alliance par-là, d'autres sortes, je ne suis pas d'accord, je ne suis pas comme ça. Donc tout le monde devait se mettre d'accord pour qu'on puisse reconstruire la Côte d'Ivoire ensemble. L'homme qui sait qu'il a confiance en lui, qui peut diriger le pays, comme l'a fait Félix Houphouët-Boigny, qui s'engage. Alliance ou pas alliance, ce n'est pas ça le problème, mais on veut quelqu'un digne qui est prêt à travailler pour le pays. Pour l'heure, Yamoussoukro, capitale administrative de la Côte d'Ivoire, est objet de convoitise pour le RHDP à cause de son électorat qui, à la base, semble plus favorable au PDCI-RDA. Le prochain meeting sera celui du RHDP les 6 et 7 décembre prochains. Aïcha Diarra de retour de Yamoussoukro pour VOA Afrique. La formation de ce gouvernement a été retardée en mai en raison de désaccords sur des questions cruciales, comme la formation d'une armée unifiée composée de rebelles et de forces gouvernementales et les frontières des États sud-soudanais. Machar a averti que si les questions de sécurité n'étaient pas réglées, le pays connaîtrait des combats comme en 2016, lorsqu'un accord de paix antérieur avait échoué, le contraignant à fuir le pays et aggravant le conflit. L'ancien chef rebelle a déclaré qu'il ne voyait pas comment il pourrait former un gouvernement sans des accords préalables. Nous voulons bien faire les choses. Alors, si nous ne sommes pas là le 12, je demande à mes collègues de ne pas nous en vouloir. Nous avons une situation instable que nous voulons contrôler. Nous voulons que notre pays soit en paix. L'ambassadrice des États-Unis de l'ONU, Kelly Craft, s'est dite déçue par les déclarations de Riek Machar. La délégation du Conseil de sécurité des Nations Unies a toutefois déclaré que les problèmes identifiés par Machar pourraient être résolus avant la date limite du 12 novembre. Le Conseil de sécurité a appelé les parties à l'accord à accélérer le processus de mise en œuvre des arrangements de sécurité transitoires, à poursuivre les consultations sur le nombre et les frontières des États et à former de manière pacifique le gouvernement d'union nationale de transition revitalisé d'ici le 12 novembre. Les États-Unis ont déclaré qu'ils n'accepteraient plus de retard dans la formation d'un gouvernement de transition, affirmant qu'ils réévalueraient leurs relations avec le Soudan du Sud et qu'ils pourraient imposer des sanctions aux dirigeants si aucun gouvernement n'était formé avant le 12 novembre. Pour rappel, le Soudan du Sud a sombré dans la guerre civile en 2013, 2 ans après son indépendance. Un conflit qui a fait plus de 380 000 morts et poussé plus de 4 millions de Sud-Soudanais hors de leur foyer. Pour développer cette actualité, allons au Canada, précisément à Montréal, retrouver Cyril Ekwala. Il est journaliste et travaille pour le compte de l'Institut Néo-Québec. Cyril Ekwala, qu'on devrait retrouver, si je ne m'abuse. Cyril, bonsoir. Bonsoir, bonsoir à vous. Merci d'être avec nous. Justin Trudeau survivra-t-il au scandale auquel il a fait face durant la campagne et notamment au niveau de la communauté noire avec cette affaire de face grimée à noir, bien que cela remonte à 2001? Oui, j'ai bien envie de vous dire oui, que c'est... Voilà.
quelques soucis avec le Canada. Est-ce qu'on va revenir sur Cyril Ekwala tout à l'heure? Il devrait être là. Cyril, vous êtes là? Je suis avec vous. Voilà. Alors, allez-y. Oui, non, j'expliquais que c'est une histoire, comme on appelle ici, le blackface, qui est une histoire oubliée. C'est sûr que ça a été sorti très rapidement en début de campagne, une vieille histoire de 2001 où on voulait atteindre un tout petit peu à l'image de Justin Trudeau, proche des minorités, comme on dit ici, et on voulait montrer un de ces aspects peut-être moins connus. Malheureusement, c'est une polémique qui n'a pas assez duré, que notamment de grandes organisations des communautés noires ont tout de suite mis cela de côté en estimant que ça ne pouvait pas être un enjeu dans la mesure où ce n'est pas quelqu'un connu comme ayant des positions racistes ou discriminatoires. Alors, selon que la victoire aille à Justin Trudeau ou son principal rival André Scheer, quel sera à votre avis son impact sur la coopération entre le Canada et l'Afrique? Oh, je vais vous répondre tout de suite, pas grand-chose. Tout simplement pourquoi nous finissons un cycle de 4 ans avec Justin Trudeau où malheureusement la coopération Canada-Afrique a été à son plus bas. On sait qu'il s'est notamment désengagé du Mali, où on sait que le Canada prêtait main forte aux forces de Nations Unies, notamment par le côté aérien. Il s'est dégagé de cela, mais en dehors de cet aspect-là, il n'y a pas vraiment eu grand-chose. Et je sais que c'est un des talons d'Achille de Justin Trudeau. Et quant à son principal rival, Andrew Scheer du Parti conservateur, ce que nous découvrons aujourd'hui, c'est plutôt quelqu'un qui est pour la baisse, c'est-à-dire que ça ne changera pas grand-chose. L'Afrique est très peu dans les tablettes en ce moment des gouvernements du côté d'Ottawa. Alors, très rapidement, vous parlez d'Afrique. On sait que le Canada est une terre d'opportunités, surtout pour les francophones. Parlons un peu donc de l'implication de la communauté africaine dans la politique canadienne. Qu'est-ce qu'on peut en dire très rapidement? De plus en plus, rapidement, je vais vous dire qu'on en trouve de plus en plus, notamment du côté des ressortissants somaliens. Vous savez que le ministre de l'immigration sortant est d'origine somalienne et cette communauté, particulièrement dans l'Ontario, est beaucoup plus présente. Du côté de l'Afrique subsaharienne, c'est un peu plus compliqué. Voilà. Cyril Ekwala, merci pour toutes ces explications. Je rappelle que vous êtes journaliste et travaillez pour le compte de l'Institut Néo-Québec. Ce lundi, c'est Afrotech, un rendez-vous que nous avons chaque fois avec Arzouma Compaoré. Bonsoir Arzouma. Bonsoir John et bonsoir à toutes et à tous. Promouvoir le potentiel technologique inexploité de l'Afrique tout en faisant du continent le plus grand centre de production en termes de main-d'œuvre technologique au monde. C'est en substance ce qu'ont retenu les participants à la toute première conférence des développeurs africains qui s'est tenue le week-end dernier à Addis Abeba en Éthiopie. L'AfriDevCon a réuni les professionnels du développement informatique dans un cadre dynamique pour échanger et inspirer. Pour en savoir plus, nous avons joint Abou Koné de la start-up ivoirienne Akil Technologies et Tierno Niang, manager pour l'Afrique francophone de GBA, la structure qui a organisé la convention. Suivez plutôt. L'enjeu d'une conférence telle que celle-là, c'est de faire en sorte que les gens se regroupent, partagent, apprennent de nouvelles choses et surtout comprennent que c'est possible de faire beaucoup plus de choses ensemble. En fait, en technologie, il n'y a presque pas de barrière. Tout ce dont on a besoin, c'est d'un laptop et une bonne connexion, de la créativité et du travail. Contrairement à des projets d'infrastructure, il faut des financements assez complexes pour créer un logiciel qui peut sauver des vies. Il faut juste ces éléments-là. Je pense que ce qui est intéressant à propos du développeur africain, c'est, je pense, notre éducation déjà. Elle a certaines déficiences, ce qui est vrai, mais on a une tendance à mettre l'accent sur les STEM. Dans ce monde de la technologie maintenant, est-ce qu'on peut faire confiance à nos compétences locales? Et c'est à cette question que nous, on veut répondre emphatiquement, oui. Ouais. Nous avons les compétences locales pour répondre aux problèmes locaux. On connaît surtout l'Afrique par rapport à sa créativité et à l'art, mais il y a d'une certaine façon, le développement, c'est de l'art et de la créativité. Exactement. Et donc, si on nous connaît pour ça, je pense qu'on n'aura pas de mal aussi à se faire connaître dans ce secteur.
Voilà, le message est clair, comme on l'a fait pour l'art et la musique. La prochaine génération des concepteurs de logiciels africains est bien décidée à faire connaître l'Afrique des codes informatiques. De l'Éthiopie, allons à Paris pour le focus de la semaine Arzouma. Tout à fait. Je vous emmène à Paris, comme vous le dites, pour y découvrir le premier festival d'art numérique immersif organisé par l'Atelier des Lumières. Pendant 6 soirées, 11 collectifs dévoileront des œuvres étonnantes que le public et le jury de professionnels devra départager d'ici le 24 octobre, dimensionnées et conçues spécialement pour les 140 vidéoprojecteurs, 50 enceintes et 3000 m² de surface. Les créations numériques seront en full display tous les soirs de 19h à 23h. Chaque groupe de créateurs disposait de 4 minutes pour créer une sculpture numérique interactive, offrant ainsi aux visiteurs une somme d'expériences variées. Voilà donc, John, une autre manière de vivre l'art sur toutes ses formes à l'ère du numérique. Voilà. Arzouma, on parle de folie. De quelle folie d'invention cette semaine? Tenez-vous bien, John, car la chemise sonore arrive. C'est une chemise high-tech qui permet aux malentendants d'apprécier la musique en la ressentant à travers différentes parties de leurs vêtements. L'intérieur de la chemise est fait avec des tissus intelligents, une combinaison de micro-électroniques flexibles et très fines, ainsi que des tissus conducteurs. Des petits moteurs sont reliés à ces tissus conducteurs de sorte que le vêtement reste souple et doux. La société Cute Circuit, basée à Londres, n'est d'ailleurs pas étrangère à la technologie sensorielle. En effet, c'est à elle que l'on doit la chemise étreinte, un vêtement conçu pour permettre aux gens d'envoyer des câlins virtuels à des amis à distance. Ils ont également mis au point des vêtements qui communiquent à distance et changent de couleur via une application. Bien évidemment, pour pouvoir s'offrir cette chemise, John, il va falloir y mettre le prix et les créateurs parlent de 3 700 €. À vous de voir. C'est sur cette note que l'on s'achève, on achève Afrotech. On se retrouve lundi prochain. Une passion pour les diamants a poussé 2 sœurs sud-africaines, Mosiboudi Jo Matole et Komotso Ramodipa, à abandonner leur carrière en banque d'affaires et en optométrie. Après avoir obtenu leur certificat d'évaluatrice de diamants, elles ont ouvert en 2008 un atelier de taille et de polissage, le premier et le seul tenu par des sœurs en Afrique du Sud. Les barrières à l'entrée ne se limitent pas au fait d'être une femme ou un homme. La difficulté est dans le fait de posséder une structure de ce genre. Il faut donc injecter suffisamment de capital. Et pour une femme, c'est à ce niveau que ça devient compliqué car l'industrie est dominée par les hommes. Considérant les défis comme des opportunités, les 2 sœurs se sont frayées un chemin dans l'industrie du diamant en ne vendant que des pierres certifiées provenant de sources légales et achetées à des sociétés minières opérant en Afrique du Sud. Kwame Diamonds occupe désormais une place de choix dans la taille et le polissage de diamants taillés sur mesure. Être capable de produire un diamant Forever Mark, qui selon eux représente 1% des diamants produits dans le monde, si vous êtes capable de polir ce type de diamant, alors vous faites partie des meilleurs. Nous pouvons donc dire avec fierté que nous sommes parmi les meilleurs. Matole et Ramodipa ont à cœur d'employer et développer les compétences des femmes dans l'industrie du diamant. À l'échelle mondiale, les marges de profit de diamants polis sont en baisse et l'industrie sud-africaine est passée de 4 500 polisseurs il y a 25 ans à seulement 250 aujourd'hui. Mais l'entreprise des 2 sœurs a non seulement réussi à rester sur le marché, mais également à acquérir une réputation d'entreprise innovatrice. Ce qui vous distingue, c'est la façon dont vous abordez le secteur. Alors oui, l'industrie se contracte, mais nous ne devons pas nous laisser faire. Nous sommes ici pour nous assurer de notre expansion. Ces sœurs dynamiques sont déterminées à prouver non pas que les diamants sont les meilleurs amis des filles, comme le chantait Marilyn Monroe, mais plutôt qu'il s'agit d'une industrie dans laquelle les femmes peuvent briller. Bonsoir à tous. Dénouement, vous le disiez, en titre, ce week-end des qualifications pour le prochain championnat d'Afrique des Nations. On connaît maintenant tous les pays qualifiés pour la phase finale, les 15 équipes qui rejoignent le Cameroun, pays hôte de la compétition.
On note bien évidemment le retour de la RDC, nation la plus titrée de l'histoire du CHAN et qui était absente lors de la dernière édition Bourreau des Léopards il y a 2 ans. Le Congo sera lui aussi de la partie après sa victoire sur la Guinée équatoriale. Pour la 3e fois de suite, la Guinée a encore damé le pignon au Sénégal. Qualification également du Niger aux dépens de la Côte d'Ivoire, du Burkina Faso qui a conservé son petit avantage acquis à l'aller contre le Ghana. Les éperviers togolais disputeront leur premier CHAN après avoir écarté le Nigeria, pourtant finaliste lors de l'édition précédente. Et de son côté, le Mali a pris sa revanche sur la Mauritanie qui l'a privé de ce tournoi il y a 2 ans, d'où la satisfaction du coach des Aigles locaux. Vous savez, on a joué ce match-là dans un contexte qui était vraiment difficile. Quoi que tu dises, les gens ne pouvaient pas comprendre réellement. Mais Dieu faisant bien les choses, on parvient quand même à trouver l'équilibre et à mettre une équipe en place pour jouer ce match-là et gagner. Donc vraiment, je ne peux pas, les mots me manquent réellement. Nous avons préparé les joueurs sur le plan mental, on les a dit de tout donner, réellement de tout donner. Après, si vous remarquez sur le plan technique, je pense qu'on avait un plus par rapport à cette équipe-là. Pour la suite, le Zimbabwe a dominé le Lesotho, l'Ouganda a eu raison du Burundi, la Zambie s'est qualifiée aux dépens de l'Eswatini, le Rwanda a pris le dessus sur l'Éthiopie et la Tanzanie sur le Soudan. En revanche, Madagascar ne disputera pas cette compétition puisque renversée par la Namibie 2-0. Au nord, la Tunisie s'en est sortie face à la Libye. Le Maroc, champion en titre, a corrigé l'Algérie 3-0 dans le derby maghrébin au grand bonheur de son coach Hassine Amouta. Donc il paraît qu'il y avait beaucoup de difficultés sur ce que ma nomination était un petit peu tardive et qu'on n'avait pas assez de temps pour travailler. Mais je crois que nos joueurs étaient au rendez-vous. Le score 0-0 à l'aller était un score piège. Même nous avons essayé en général d'ignorer un petit peu les déclarations des Algériens parce qu'un match de football se joue sur le terrain. Je crois que nos garçons aujourd'hui ont fait le nécessaire. On a été vraiment présents et on a dirigé le match comme on le voulait. Surtout le timing des buts était vraiment excellent. Un mot de handball. Pour finir, le tirage au sort de la CAN 2020 a été effectué à Tunis et la Tunisie, pays hôte et championne d'Afrique en titre, évoluera dans le groupe C en compagnie du Cameroun, de la Côte d'Ivoire et du Cap-Vert. Dans la poule A, on retrouve la RDC, la Guinée et le Kenya qui vont s'affronter, qui vont se mesurer, disons, à l'Égypte. Le groupe B est composé de l'Angola, du Gabon, du Nigeria et de la Libye. Et enfin, le Congo, le Sénégal, la Zambie, l'Algérie et le Maroc sont logés dans le groupe D. La compétition aura lieu du 16 au 26 janvier 2020 en Tunisie et permettra aux vainqueurs d'être qualifiés pour les Jeux Olympiques Tokyo 2020. Voilà, c'est tout pour les sports. On se retrouve demain. Et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Demain est un autre jour. Excellente soirée à toutes et à tous.